Super Insider. Un peu moins d'un an après la sortie de la Mega Drive, le magazine Beep Mega Drive s'est entretenu avec deux personnalités de Sega, Tetsuda et Suzuki-san, pour parler des débuts de la console et de ses futurs développements, autant sur le plan du matériel que de la ludothèque. À la lecture de l'interview, on ressent toute la difficulté pour Sega à imposer sa bécane aux éditeurs tiers, que la modestie d'un challenger qui, il est vrai, partait de très loin au Japon après l'échec de la Mark III. Des fervents défenseurs, poings brandis sous le ciel ardent, se rassemblent ici. Notre but est de partager l'enthousiasme des créateurs qui misent sur le renouveau de la Mega Drive. Nous braquons aujourd'hui les projecteurs sur Sega, la maison mère, ainsi que sur les éditeurs partenaires comme Technosoft, Sun Electronics, Asmic et NCS. L'avenir de la Mega Drive repose largement sur les épaules de ces éditeurs tiers. Néanmoins, notre plus grand espoir réside dans l'implication directe de Sega, le pionnier de la Mega Drive. Il est temps pour eux de frapper fort et de forger l'âge d'or de la Mega Drive. Lors de notre récente visite chez Sega, nous avons porté avec nous les interrogations et les doléances des utilisateurs passionnés. La grande question est, quelle est la trajectoire prometteuse de la Mega Drive et quelle est l'intensité de l'engagement de Sega envers sa création ? Pour commencer, pouvez-vous nous décrire l'état actuel de la Mega Drive ? Concernant le matériel, notre objectif est d'atteindre le million d'unités vendues cette année. De plus, l'environnement de développement logiciel pour exploiter pleinement les capacités de la Mega Drive est enfin opérationnel. L'arrivée des éditeurs tiers a aussi revitalisé notre catalogue logiciel. Des changements au niveau du développement logiciel interne sont-ils à noter ? Effectivement, l'impact du premier logiciel d'un éditeur tiers, Thunderforce 2 MD, couplé à un changement de mentalité favorisant une concurrence interne saine pour produire des logiciels de meilleure qualité, a révolutionné notre structure de développement interne. Auparavant, seuls nos départements dédiés aux consommateurs travaillaient sur les logiciels pour Mega Drive. Nous avons modifié cela pour permettre à nos équipes de développement professionnelles de contribuer également. Nous commençons à peine à récolter les fruits de cette évolution. Quel est votre enthousiasme à l'idée de développer de nouveaux logiciels ? Prenons l'exemple de Super Hang-On, développé par notre équipe professionnelle. Ils ont jugé qu'une simple conversion ne suffirait pas. Ils ont donc cherché à enrichir le jeu en ajoutant des avancées dans le gameplay, des options de personnalisation et la participation à divers tournois. C'est cette sorte d'innovation qu'ils ont intégrée. C'est une tentative audacieuse, mais au-delà de simplement convertir des jeux d'arcade, notre motivation est de les rendre encore plus captivants. La généralisation de cette approche est-elle envisagée ? Absolument, nous prévoyons d'adopter cette méthode pour l'ensemble de nos logiciels. Cette stratégie jouera un rôle clé dans l'amélioration de la qualité de nos produits. Les consommateurs attendent cela avec impatience, n'est-ce pas ? En effet, nous recevons une multitude de retours et de critiques de la part de nos utilisateurs. Cela prouve qu'ils tiennent à Sega. Leurs exigences découlent de leurs grandes attentes envers nous. Personnellement, je pourrais être indifférent aux jeux d'autres marques, mais concernant un jeu Sega, je serai critique. On se montre toujours plus pointilleux avec ce qui nous est cher, n'est-ce pas ? C'est pareil pour nos utilisateurs, ils font partie de la famille Sega. C'est pourquoi nous sommes déterminés à écouter et à valoriser leur opinion. Si leurs commentaires contiennent des suggestions utiles, nous souhaitons les intégrer dans nos jeux. Qu'en est-il des nouveautés concernant les jeux en lien avec le modem, dont la sortie est imminente ? Le succès du modem dépendra largement des jeux associés. Les premiers jeux prévus pour son lancement sont un jeu de baseball et un jeu de mahjong, tous deux prévus pour 2 joueurs. Il y aura également un jeu disponible en téléchargement. Mais en vérité, comment cela va-t-il se dérouler ? Reste à voir si les utilisateurs trouveront cela captivant. Chez Sega, nous envisageons une phase de test. Nous voulons agir de manière pragmatique en fonction des résultats obtenus. Nous ne souhaitons pas décevoir les attentes. Pourriez-vous nous en dire davantage sur les jeux téléchargeables ? Le principe des jeux téléchargeables est simple. Les utilisateurs se connectent au serveur central de Sega via une ligne téléphonique et peuvent ainsi accéder aux jeux envoyés par Sega. La transmission des données du jeu prend environ 5 minutes. Pendant ce temps, différents messages de Sega s'affichent à l'écran. Après ces 5 minutes, le jeu est prêt à être joué. Autrement dit, les utilisateurs peuvent profiter du jeu pour le prix d'un appel téléphonique de 5 minutes. Quel type de logiciel envisagez-vous de développer ? Nous réfléchissons à des jeux de quiz ou à des informations spéciales éditées par Sega par exemple. Nous estimons qu'il est crucial d'offrir des jeux différents des formats ROM classiques pour séduire les utilisateurs.
Quelle est la date prévue pour le lancement du modem? Nous ciblons la fin de novembre pour le moment. Cependant, ce délai pourrait s'étendre en fonction des résultats des tests. Nous sommes déterminés à apporter les améliorations nécessaires. Actuellement, environ 20 sociétés tierces manifestent leur intérêt pour le modem tout en observant les actions des autres éditeurs. À ce jour, nous avons signé des contrats avec 20 sociétés et défini les titres de leurs œuvres. Prévoyez-vous une augmentation du nombre de sociétés partenaires l'année prochaine? Oui, nous nous attendons à une légère hausse atteignant environ 25 sociétés. Nous recevons régulièrement des questions de nos lecteurs se demandant si des entreprises comme Konami, Capcom et Data East vont rejoindre le projet. Concernant Capcom et Data East, nous sommes en pourparlers. Toutefois, ils ne font pas partie des 20 sociétés déjà mentionnées. Chaque entreprise a ses spécificités et nous ne pouvons pas toujours les solliciter activement pour participer. Mais dès que nous aurons une annonce officielle sur les titres et les calendriers, nous serions ravis de les inclure. Et pour Konami, ils suivent leur propre stratégie. Actuellement, il n'y a pas de discussion en cours à ce sujet. Sega adopte une approche accueillante avec tous les fabricants. Ainsi, si quelqu'un produit d'excellents logiciels, nous sommes ouverts à les accueillir, quel que soit le fabricant. Est-il possible d'annoncer les 20 sociétés déjà impliquées? Nous demandons pardon à nos utilisateurs, mais en raison de circonstances propres à chaque entreprise, nous ne sommes pas en mesure de les révéler pour le moment. Les logiciels seront probablement annoncés progressivement à leur lancement. Nous pensons que la majorité des principaux fabricants de Famicom feront partie des 25 sociétés envisagées pour l'année prochaine. Concernant les tendances des éditeurs tiers internationaux, où en sommes-nous? À ce jour, 3 sociétés étrangères ont confirmé leur participation. L'arrivée des éditeurs tiers va permettre le lancement de nouveaux logiciels chaque mois, indépendamment de Sega. Cela offrira à Sega plus de flexibilité et, je pense, contribuera à améliorer la qualité des logiciels. C'est une dynamique similaire à ce que nous avons observé avec la Famicom. Quelle est la réaction des éditeurs de logiciels pour ordinateurs? Des fabricants renommés tels que Koei, System Soft et TNE Soft montrent un certain intérêt. Cependant, il faudra probablement encore du temps avant de concrétiser des contrats. Pensez-vous qu'il y a une polarisation dans les genres de logiciels proposés par les éditeurs tiers? Offrir une variété de genres aux utilisateurs est bénéfique, mais ce n'est pas à nous de l'imposer. Cela résulte des compétences et spécialisations de chaque fabricant dans leurs jeux respectifs. Chaque fabricant semble avoir une idée précise des types de jeux adaptés à la Mega Drive, comme les jeux de tir ou les jeux à défilement horizontal. Cependant, chez Sega, nous ne restons pas passifs à ce sujet et nous essayons de fournir autant d'informations que possible sur le line-up des autres entreprises. Nous espérons que cela aidera à équilibrer la diversité des genres. Un sujet qui captive nos lecteurs, en plus de la question des éditeurs tiers, c'est la sortie de Tetris. Qu'en est-il exactement? La situation est encore floue. Nous aimerions le lancer, mais il y a des problèmes juridiques à résoudre. Cependant, nous sommes convaincus que la version de Tetris développée par Sega sera la meilleure. Comme vous le savez, Sega a acquis les droits de Tetris auprès d'Atari. Actuellement, aux États-Unis, une bataille juridique oppose Atari et Nintendo concernant Tetris. Donc, nous attendons le verdict. Nous regrettons les désagréments causés à nos utilisateurs. En ce qui concerne les licences, il semble que les jeux Sega soient souvent portés sur d'autres plateformes avant d'arriver sur Mega Drive. Par exemple, Power Drift va sortir sur PC Engine avant. Pour me justifier, je dirais que nos développeurs chez Sega sont très enthousiastes. Ils aspirent à adapter non seulement leurs propres jeux d'arcade, mais aussi ceux d'autres entreprises, et à explorer des créations originales. Ils sont très curieux. Cela signifie que notre calendrier de production ne peut pas se limiter au portage de nos jeux. Comme vous l'avez remarqué, certains jeux dont Power Drift sortent sur d'autres plateformes avant la Mega Drive, mais cela est plutôt dû au hasard. Ce n'est pas comme si nous ne faisions rien. Pensez-y plutôt comme un léger retard dans notre calendrier de publication chez Sega. Si un jeu sort d'abord sur notre plateforme, cela crée de grandes attentes pour sa sortie ultérieure sur Mega Drive. C'est vrai. En ce qui concerne nos propres jeux, puisque nous avons les créateurs des versions originales dans nos équipes, nous voulons les adapter sur Mega Drive de la meilleure manière possible. Super Hang-On a été adapté et sera bientôt lancé, mais adapter Power Drift est plus compliqué. C'est un vrai défi de le porter sur Mega Drive. C'est pourquoi personne ne se bouscule pour le faire, mais cela nous motive à en faire quelque chose d'exceptionnel. Je suis convaincu que Power Drift sera de très haute qualité. C'est notre espoir. J'ai récemment entendu Spielberg à la télévision
et il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il ne veut pas réaliser un film pour seulement 3 spectateurs dans une salle de 800 places. Il veut créer des films qui remplissent les salles. C'est la même chose pour les jeux vidéo. Nous ne devrions pas créer des jeux qui plaisent uniquement à une minorité de passionnés, mais plutôt quelque chose qui étonne tout le monde. Nous sommes dans une ère où si un jeu ne séduit pas un large public, on ne peut pas parler de succès. En tant que créateur, nous ne voulons pas seulement nous satisfaire ou plaire à une minorité, mais rendre un plus grand nombre de personnes heureuses. Le marché a-t-il vraiment changé? Prenez l'exemple de Tetris qui a connu un grand succès. Il est joué même par des femmes dans les salles d'arcade. Sega envisage-t-il de nouvelles initiatives? Nous développons actuellement un jeu intéressant. Notre équipe a souhaité essayer de créer un logiciel pour la Mega Drive. Les programmeurs et designers sans plan prédéfini ont commencé à créer et à ajuster au fur et à mesure ce jeu. Ce n'est pas notre manière habituelle de développer un jeu. Il n'y a pas de plan bien défini. C'est différent de ce que nous avons fait jusqu'ici. Nous pensons que cela pourrait mener à quelque chose de nouveau et les résultats sont plutôt bons. Il s'agit d'un action RPG provisoirement nommé Vermilion. Attendez-le avec impatience. Quand est-ce que sa sortie est prévue? En décembre. À cette période, il y aura aussi Sorcerian. Nous envisageons de décaler la sortie de l'un des deux. Nous prévoyons environ 10 titres pour la fin de l'année. Nos lecteurs sont également intéressés par les lecteurs de disquettes. Comme nous l'avons déjà dit, cela s'applique au matériel en général, y compris le CD-ROM. Cependant, la possibilité de créer de grands RPG ou de l'utiliser comme une encyclopédie électronique n'est pas suffisante pour être attrayant. Les attentes autour des disquettes sont élevées, c'est pourquoi nous ne voulons pas lancer le matériel sans de bons logiciels pour l'accompagner. Ce n'est pas seulement une question de RPG, nous avons besoin d'au moins 2 autres projets solides avant de pouvoir envisager un lancement. Les disquettes seront-ils utilisées comme traitement de texte? Le traitement de texte est facile à mettre en œuvre, mais cela ne suffit pas. Nous devons envisager des utilisations plus durables. Nous espérons pouvoir faire une annonce concrète l'année prochaine. Avez-vous prévu de sortir un câble RGB? Bien que nous ayons des demandes, le volume prévu n'est pas très élevé, donc nous n'avons pas prévu de sortie. Pour les utilisateurs qui en font vraiment la demande, nous envoyons des schémas de circuit. Nous recevons parfois des demandes d'une minorité de passionnés. Mais d'un point de vue commercial, cela reste difficile à justifier. Qu'en est-il du lancement d'un joystick? Nous travaillons actuellement dessus en collaboration avec les États-Unis. Nous l'appelons un control stick. Il sera de couleur similaire à celle de la Mega Drive. Sa sortie est prévue pour l'année prochaine. Merci beaucoup pour cet entretien. Et oui, en septembre 1989, Sega avait encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'imposer sa Mega Drive, tant sur le marché occidental et encore plus japonais. Dans la prochaine vidéo, je reproduirai les interviews des différents éditeurs tiers qui ont été les pionniers sur Mega Drive.